La belle perf de Thibaut Poré, un Sud-Coréen qui sort de nulle part, et la victoire finale de Tomokazu Harimoto. Bienvenue pour cette review du Star Contender de Doha. Et tout de suite, générique. C'était le premier tournoi de 2025 et il a tenu toutes ses promesses avec pas mal de surprises. Alors bon, on va pas avoir le temps de tout évoquer, mais je vais quand même revenir sur certains matchs et joueurs qui m'ont marqué cette semaine. Et on enchaînera à la fin de la vidéo avec quelques infos sur le contender de Mascat, qui a déjà commencé à l'heure où je vous parle avec les qualifs et qui va se tenir jusqu'au 17 janvier prochain. Et comment parler de ce tournoi sans évoquer les Français? Et bon, même si on a eu un début de semaine un peu compliqué avec pas mal d'éliminations en qualif, et celle de Flavien Coton et Pritika Pavad pour leur premier match, il y en a un qui est sorti du lot, et ce n'est autre que Thibaut Poré. Et bon, comme vous le voyez à l'écran, hein, il n'a pas eu un tableau facile pourtant. Fan Bomeng, bon, pour le premier tour, ça va encore, même si il n'est pas du tout à prendre à la légère, hein, il peut être... il est pas très bien classé, mais il peut quand même être dangereux. Mais bon, Thibaut, il a fait un super match pour le battre, il a pas tremblé, et il a rejoint pour son deuxième tour, donc un sacré client, et en la personne de Lim Jong-un, donc c'est le Sud-Coréen, si vous le connaissez pas, voilà, c'est un assez bon joueur du top 30, on va dire. Et donc c'est sur ce match que j'ai pensé et que j'ai décidé de me pencher pour parler de Thibaut et bah, de son jeu, de une petite palette tactique, on va dire, sur Thibaut Poré. Alors, il nous a montré sur ce match, donc face à Lim Jong-un, quelle était l'arme principale de son jeu, en tout cas sur cette semaine. Hein, c'était assez flagrant, voilà, je vous mets une petite compilation de points en fond. C'est donc son revers, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas hésité à agresser Lim Jong-un dès la remise de service, et ça a plutôt bien marché. Hein, c'est en partie comme ça qu'il a remporté le premier set. Le deuxième set, bon, Lim Jong-un, il était un peu mieux. Il a plus posé de problèmes à Thibaut en prenant l'initiative avant lui. Mais bon, il s'est quand même accroché jusqu'à 9-9. Un très beau point qu'il a perdu. Donc bon, à ce moment-là, je me suis dit, et je pense que j'ai pas été le seul à me dire que ça pouvait peut-être faire basculer le match pour Lim Jong-un s'il gagnait le set. Hein. À 9-9, voilà, si Thibaut gagne ce point et qu'il gagne le set de 0, ça peut être plus compliqué mentalement pour le Sud-Coréen de remonter. Au final, il a gagné le point, il a gagné le set derrière, donc c'était assez mal embarqué, on va dire, même si ça faisait que 1-1, le momentum mental avait peut-être tourné. Ça s'est vu dans le set suivant où Lim Jong-un a continué à bien jouer et il a gagné le set. Mais Thibaut, il a su super bien réagir dans le quatrième, il s'est pas laissé abattre et il a réussi à l'avoir, le Sud-Coréen, dans le cinquième set en jouant vraiment, vraiment très bien. Donc c'est une super victoire pour lui. Ça va lui permettre ça lui a permis de passer un tour de plus, de gagner des points et un petit peu d'argent aussi. Et comme vous le voyez à l'écran, il affrontait après un adversaire un peu moins connu, même complètement inconnu, j'ai envie de dire. Donc il était favori, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, on va dire. Il a affronté le Sud-Coréen, donc Park Gang-yeon, je sais pas si je le prononce bien, désolé. Donc ouais, complètement inconnu au bataillon, mais Thibaut a perdu. Le Sud-Coréen, il était dans une superbe forme, il a bien joué, et voilà, il a gagné, c'était mérité face à Thibaut. Bon, c'est quand même un bon tournoi pour notre Français, hein, il a bien joué, et s'il continue à bien jouer comme ça, euh, il peut encore prendre pas mal de place au classement, faire de belles perfs, de beaux tournois. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir fait cette petite victoire face à Lim Jong-un. Hein, je pense que ça lui a fait très plaisir, et ça va être un match peut-être référence dans son année qui va lui permettre de continuer sa progression. Parmi les joueurs que j'avais cochés donc la semaine dernière dans ma vidéo, je parlais entre autres de Sora Matsushima et Shang Peng. Et comme par hasard, les deux se sont affrontés cette semaine, donc ça a été un match que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder et que j'étais très content de voir qu'ils allaient s'affronter. Donc ils se sont joués en huitième de finale. Bon, ça c'est ce qui est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été, enfin, j'aurais préféré qu'ils se jouent un peu plus tard pour voir avec un peu plus de tension, un peu plus d'enjeu, ce que ça aurait donné. La huitième, bon, c'était quand même assez tôt dans le tournoi, mais on a eu le match quand même, donc c'était sympa. Shang Peng qui, comme vous le voyez, avait sorti le maillot de la Chine de 2023. Alors je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. Je me demande d'ailleurs quand est-ce que les joueurs chinois ils vont commencer à porter les maillots de 2025. Ils n'ont pas été annoncés, je les ai vus nulle part. Donc peut-être que ça sera
à Singapour, on verra bien. Bon, je referme ce point mode et on retourne sur le match puisqu'il y a quand même des choses très, très intéressantes à relever, notamment du côté de Sora Matsushima et de son approche tactique du match, j'ai envie de dire. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je l'avais dit la semaine dernière, mais il est très nonchalant. Ça me fait un peu penser à Kokiniwa pour ceux qui connaissent. Bon, dans une moindre mesure, bien sûr, mais c'est un peu le même style parfois, j'ai l'impression. Donc voilà, Kokiniwa, un autre japonais, un très grand joueur qui a pris sa retraite il y a quelques années maintenant. Oui, donc ouais, voilà, une petite similarité entre ces 2 joueurs, j'ai trouvé ça, assez marrant, je l'ai remarqué, seulement cette semaine. Dites-moi si vous l'aviez vu avant moi d'ailleurs, dans les commentaires. Donc oui, pour Sora, il y a eu 2 schémas qui ont été, très importants dans ce match, très utilisés et qui lui ont permis, entre autres, de gagner le match donc. Il y a, tout d'abord, chercher à rentrer dans le revers-revers, voilà, il joue long de ligne et ensuite, bing! D'écarter, dans le coup droit de Chang Peng, avec son revers du coup. Vous le voyez à l'écran, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire plusieurs fois, et qui a mis Chang Peng assez loin de la balle plusieurs fois. Bon, il y a un moment là, comme vous pouvez le voir, ou comme vous allez le voir, Chang Peng a réussi à remettre la balle, voilà, mais c'est quand même assez rare et la plupart du temps, c'est un schéma qui a vraiment beaucoup aidé, Sora Matsushima. Autre schéma intéressant d'ailleurs, le service, court dans le coup droit donc de Chang Peng. La balle monte et puis, bah, après top, tac, top coup droit, il va chercher le point. C'est assez classique, mais c'est quelque chose, bah, qui fonctionne bien donc pourquoi pas l'utiliser, hein? Souvent, les meilleurs joueurs, c'est ceux qui maîtrisent les bases à la perfection et qui réussissent à marquer des points, voilà, avec des choses classiques, mais qui fonctionnent. Et c'est dommage, oui, c'est dommage pour Sora, après cette belle victoire qu'il ait pas réussi à enchaîner, hein. Derrière, en quart, il va prendre 3-0 contre Tomokazu Harimoto. Bon, peut-être qu'il était un peu fatigué parce qu'il fait quand même la finale, double homme et il gagne en double mixte. Donc je pense que Sora va quand même être assez content de cette semaine. Tomokazu Harimoto qui était en très grande forme cette semaine, hein, comme je viens de le dire, il a battu Matsushima assez sèchement. Il a gagné haut la main le tournoi, j'ai envie de dire sans perdre un set le samedi, donc avec sa demi-finale contre Aruna et sa finale contre Jonathan Groth. Voilà, il a perdu qu'un seul set du tournoi. Franchement, très très fort. Harimoto qui est dans la continuité en fait de ses très bons résultats de l'automne dernier. Je l'ai trouvé surtout super fort en coup droit cette semaine. Ça m'avait déjà un peu marqué pendant les finals, surtout avec le match contre Lin Shidong, où vraiment il prenait beaucoup de pivots et ça marchait très très bien. Cette semaine il a fait un peu pareil et bah, ça a payé encore une fois. Entre les flips, les tops, les contre-tops, il a marqué beaucoup, beaucoup de points, avec son coup droit et contre tous les joueurs, en fait. Donc voilà, ça l'a bien aidé à gagner le tournoi et je pense que c'est quelque chose qu'il va essayer de garder et de maintenir, toute cette saison pour continuer à avoir, ce niveau de jeu qui est, très sincèrement, très, très impressionnant. Chez les femmes, c'est Kuai Man, la chinoise, donc, qui a remporté le tournoi. Bon, en finale, elle a pas fait de détails, elle a mis 4-0 tout sec à Miyuki Hara. Elle continue donc, Kuai Man, sa progression en simple. Elle qui fait déjà partie des meilleurs paires en double, notamment avec Lin Chidong. Donc bon, voilà, on va voir cette saison si elle va réussir à intégrer le top 10. Je pense que c'est possible, vu son niveau de jeu de cette semaine. Et parlons maintenant du contender de Mascat qui a déjà commencé à l'heure où je vous parle depuis samedi, avec les qualifs et le nouveau système de groupe. D'ailleurs, on voit le tweet là de Jules Roland qui a réagi sur X. Voilà, il est assez content finalement de ce nouveau format et je suis plutôt d'accord avec lui. Parmi les joueurs à surveiller côté homme, bah, il y a Harimoto qui va enchaîner, Ovtcharov de retour, Shan Peng qui va enchaîner aussi. On va voir si cette semaine il va un peu mieux jouer que la semaine dernière. En tout cas, il va aller un peu plus loin. Sora Matsushima, on va voir ce qu'il va faire. Pareil. Au niveau des Français, dans le tableau direct, il y a Simon Gauzy. La rentrée de Simon Gauzy, ça va être super bien. Enfin, j'ai hâte de le voir s'il va réussir cette saison à réintégrer le top 30 pour jouer les Champions. Et de toute façon, Simon, on le connaît hein, maintenant, et il, il joue vraiment avec beaucoup de plaisir, on le ressent à chaque fois. Il nous fait de super coups, de super points, un joueur super spectaculaire, hein, je vais pas vous l'apprendre. Donc voilà, ça va être très très sympa de le suivre cette semaine. Thibaut Poré, on va voir lui aussi s'il va réussir à enchaîner cette semaine avec les bons résultats de la semaine dernière. Flavien Coton, qui a encore une fois bénéficié d'une Youth Wildcard. Donc pareil, ça va être un test pour lui cette semaine. Lilian Bardet, aussi dans le tableau direct, ça c'est cool, pas besoin de s'embêter avec les qualifs, c'est bien pour lui.
Et donc au niveau des qualifs, par contre, il y a Jules Rolland, Vincent Picard, Florian Bourrasso, Alexis Koreshi. Donc bon, c'est plus ou moins comme la semaine dernière. Chez les femmes, Satsuki Odo, donc qui était sortie assez tôt à Doha la semaine dernière, même, en général côté, japonais, chez les filles, ça s'est pas super bien passé, même s'il y en a eu une en finale, mais, c'était peut-être pas celle qui était attendue. Donc, bah, on verra si Odo, elle va réussir à se reprendre cette semaine. Il y a Miyu Hirano aussi, Batra, l'Indienne qui est toujours embêtante avec son picot là, Kwaiman, qui va très certainement vouloir continuer sa progression et enchaîner avec un deuxième tournoi, pourquoi pas. Côté français, Pritika dans le tableau direct et au niveau des qualifs, il y aura Charlotte Lutz et Liana Auchard. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo review du tournoi de Mascate donc qui sortira le week-end prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée ou de soirée et à vous dire à bientôt sur Pivot du Revers.